Bonjour à tous, bienvenue, c'est le rendez-vous des courtiers, le MAG. Aujourd'hui, un menu excessivement chargé. On commencera avec l'actualité du courtage avec Georges Delataille. Et notre invité sera Marie Bettelot, qui est responsable juridique, métier et conformité de Planète CSCA. Notre sujet, ça sera en fait la suite de notre débat de l'émission précédente sur la RIS pour savoir où l'on en est. On parlera ensuite Impact RH avec Laurent Arachtingui, le directeur général de Planète CSCA RH et de l'IFPAS. Je ne sais pas si vous avez des difficultés de recrutement, mais paraît-il c'est de plus en plus fréquent. On verra avec lui comment trouver des solutions. Après, on fera un petit détour pour aller boire un spritz avec Christophe Aubourg, le directeur général de Planète CSCA. On fera le bilan du 11 bis Festival et puis on va regarder ce qui se passera dans l'émission 2024. Retour à des choses encore plus sérieuses à l'occasion de notre face-à-face où il sera question business. Notre invité sera Vincent Figarella, le directeur de SMA Courtage. Face à lui, Bertrand Surmont, le président de Planète CSCA. On parlera de l'actualité de SMA Courtage, de son développement commercial. Et puis, on parlera surtout de la solution DEO mise en place par Planète CSCA et SMA pour les adhérents de Planète CSCA qui font de la dommage ouvrage de manière accessoire et occasionnelle. C'est une solution digitale. On en saura plus tout à l'heure. Digital, c'est le thème de la Success Story Digital avec ActuSite. Georges Delataille recevra Olivier Blondin, qui est le dirigeant de ACCRMA. Décidément, c'est l'émission des acronymes. Et avant de se quitter, il y aura la traditionnelle minute des mutuelles avec la ROAM. Notre invité sera Stéphane Villain, le directeur général de CMMA Assurance. Et puis pour conclure cette émission, elle viendra nous donner l'agenda des mois qui vient. C'est Sonia Grenon qui sera avec nous. Tout de suite, on attaque. Allez, on attaque tout de suite avec l'actualité du courtage. Georges Delataille, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on va changer la règle du jeu, Georges, si vous le voulez bien aujourd'hui. Avant d'écouter vos actualités du secteur, on va accueillir notre invité, elle est responsable juridique, métier et conformité de Planète CSCA, Marie Bettelot. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour Georges. Alors, on va parler de la RIS, la Retail Investment Strategy, ce texte structurant pour le secteur qui a été présenté au mois de mai par la Commission européenne. Alors, on avait fait notre débat, souvenez-vous, la fois précédente sur ce sujet-là, et on avait dit que ce serait Dallas, qu'il y aurait plein d'épisodes. Alors, on va essayer de regarder ce qui se passe dans le nouvel épisode, Marie, avec vous. Déjà, dans les sujets qu'on a vus l'autre jour, on attendait la version française en espérant qu'elle nous éclaire. Question, l'a-t-on et est-ce qu'elle nous éclaire ? Oui, la version française a été publiée en juillet dernier. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a été publiée après toutes les autres langues de l'Union. On ne sait pas trop pourquoi. N'empêche qu'elle a été publiée fin juillet et que malheureusement, cette version française ne nous a pas aidés à mieux comprendre les enjeux, les concepts de cette proposition de directive. Ok, alors, autre question que l'on s'était posée dans cet échange à l'occasion du débat où il y avait Bertrand Surmont, Franck Levallois, Henri de Bruyne, notamment, c'était la question du timing. Il y avait un débat en disant est-ce que ce texte va vite arriver ou est-ce que ce texte va traîner ? Est-ce qu'on a des éléments de réponse ? Alors, des éléments de réponse certains, non. Mais nous avons des bruits de couloir qui nous disent que du côté du Conseil, la présidence espagnole souhaite avancer rapidement et adopter son approche générale avant la fin de la présente mandature. Et côté Parlement européen, de la même manière, ils souhaitent avancer vite et avoir un texte qui soit stabilisé de leur côté avant la prochaine mandature. D'accord, donc il va falloir s'y intéresser très rapidement. On sent que le timing est serré. Quel est le premier point d'attention à surveiller ? Alors, le premier point d'attention, je dirais, il est structurel. C'est que cette proposition de directive, c'est une proposition de directive dite omnibus. C'est un peu du jargon bruxellois, mais il s'agit d'un véhicule législatif européen qui vient modifier divers textes européens, diverses directives. Dedans, on a la DDA, on a la directive sur les marchés d'instruments financiers, on a la directive OPCVM et on a un tout petit bout de Solvabilité 2. Ce qui fait que le texte est très compliqué à appréhender parce qu'il vient modifier d'autres textes déjà existants et que les textes ne sont pas consolidés.
Ok, l'autre sujet majeur, c'était tourné autour des rémunérations. Il y avait eu des débats pour savoir s'il y avait ban ou pas ban de commission, donc il n'y a pas bannissement des commissions. Et pour autant, quand j'écoute la profession, on se dit c'est pas gagné pour autant. Alors en pratique, qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui pose problème ? Ouais, alors vraiment, c'est pas gagné pour autant. Pour l'instant, pour ce qui concerne la vente des produits d'investissement assurantiel, c'est-à-dire c'est les produits assurance vie de type épargne, on a une vraie alerte sur le commissionnement. Pourquoi ? La première raison, c'est que le texte interdit, si vous voulez, le commissionnement en cas de conseil indépendant. Les courtiers étant la seule catégorie de distributeurs à pouvoir proposer des offres de plusieurs porteurs de risques, ça les met en risque sur cet aspect-là. Ok. La deuxième raison, c'est que il ne peut y avoir de commissionnement que s'il y a conseil et que les critères proposés par la Commission européenne pour remplir ce conseil, ces 4 critères cumulatifs, qui sont extrêmement exigeants et je dirais en pratique impossible à remplir. C'est ce qui nous fait craindre qu'il y ait quasiment plus de commissionnement possible. Juste, je vous rétorquerai en disant que la France, sur la partie assurantielle, il y a le conseil qui est obligatoire. Alors, comment on vit avec mon conseil obligatoire et la définition européenne ? C'est que la définition européenne va au-delà des critères développés en France pour le conseil obligatoire. Donc, ça nous fait craindre une remise en cause des niveaux de vente conseillés en France. Mais du coup, ça ressemble de plus en plus à MIF, une autre loi qu'on connaît bien. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt un sujet courtage en placement que dommage ? Alors, à première vue, oui, parce qu'il s'agit de cette directive RIS, il s'agit d'améliorer la protection des épargnants, de les faire mieux participer à l'Europe des capitaux, etc. Le problème, c'est que cette proposition de directive RIS qui vient modifier la DDA, modifie également pour certains articles assez mineurs la partie générale de la DDA. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des amendements au niveau du Parlement européen ou même du Conseil qui feraient que tout ce qui a été décidé pour les produits d'investissement assurantiel, notamment sur la partie rémunération, soit transposé aux produits non-vie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, sur les rémunérations, on est surtout sur les produits d'investissement assurantiel. Alors, vous nous avez dit que le diable se cachait dans le détail. On nous fait un projet, vous nous dites qu'il n'est pas bien ficelé, on ne comprend pas trop la définition du conseil, on a un problème de conflit pour nous courtiers qui sommes indépendants avec la définition du conseil indépendant. La commissaire européenne, McGuinness, a également mis quelque chose, c'est une clause de revoyure. Alors, ouais. Genre ça s'appelle une épée de Damoclès. C'est exactement une épée de Damoclès, c'est-à-dire elle a prévu sur la partie rémunération exclusivement, une clause de revoyure qui permet à la Commission européenne, seulement 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire publication au JOUE, au Journal officiel de l'Union européenne, de faire des propositions qui pourraient rendre encore plus compliqués les critères dont je viens de parler, voire proposer une interdiction totale du commissionnement pour les produits d'investissement assurantiel. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de lobbying à faire pour essayer de faire passer vos messages pour les 3 prochaines années et avoir un texte qui soit acceptable. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme lobbying ? Alors, un gros lobbying, ça fait de longs mois que le syndicat rencontre députés, représentants de la direction du Trésor en France, etc., pour les persuader des vertus du système par commissionnement. Alors concrètement, une fois qu'on a eu le texte, en termes de lobbying, en fait, au niveau du syndicat, on rédige des documents de position, des propositions d'amendement et qu'on va défendre devant des députés français en lien avec le BIPAR, l'Association européenne des intermédiaires, pour faire passer nos vues, essayer de leur réexpliquer. Je pense qu'il y a tout un travail pédagogique à faire auprès de ces députés qui sont pas toujours familiers de l'assurance, encore moins du courtage en assurance, et de leur expliquer qu'une commission, ça n'a rien à voir avec une incitation financière. La commission, elle vient rémunérer l'ingénierie du courtier développée pour apporter une affaire à un assureur, mais aussi rémunérer le conseil qui se déroule dans le temps tout au long de la vie du contrat. Ok, dernière petite question, de mode Vive ma vie, Marie Bethelot. Il y a la RIS, il y avait aussi une révision au cours de DDA. Ah oui, ça. Donc c'est un autre sujet d'attention et c'est ça qui nous fait un peu bondir. C'est que on a la RIS.
elle vient modifier la partie produits d'investissement assurantiel de la DDA. Elle vient aussi modifier quelques articles un peu mineurs de la partie générale de la DDA. Mais malgré cette RIS et tout ce qu'elle modifie, il nous annonce qu'il y aura quand même une autre révision de la DDA dans les années à venir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut pas, qui est indéfendable. Les courtiers sont déjà surréglementés, les règles changent tout le temps, et donc notre rôle de syndicat, c'est aussi d'alerter sur cette over-regulation, sur le fait qu'ils sont inondés de règles à respecter. Merci beaucoup Marie Bethelot d'avoir été avec nous. Georges, on vient donc parler de la RIS. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info sur le monde du courtage? J'ai de nombreux sujets pour vous, à commencer par les journées du courtage en septembre, les journées du courtage, et c'est en hauteur depuis les toits du Hyatt Regency Paris Étoile qu'ont été remis les trophées du courtage de Planète CSCA. Je cite Bertrand de Surmont, le président de Planète CSCA, trophée qui symbolise la qualité de la relation entre les courtiers adhérents de Planète CSCA et leurs partenaires assureurs. Il récompense dans 9 catégories les meilleurs partenaires des courtiers, 9 catégories, mais seulement 4 assureurs lauréats. Le premier, AXA France, qui a 4 prix, dont le prix de l'assureur le plus réactif, le plus efficace en matière de gestion et de règlement des sinistres. Generali France et Swiss Life ont chacun 2 prix. Et enfin, Albingia a un prix sur le sujet spécifique des risques spéciaux. Pour l'anecdote, ceux qui sont restés tard, je crois que Jean-François, vous en faites partie, ont pu admirer les avions de la patrouille de France et des Red Arrows, avec mon bel accent, qui sont venus saluer le roi Charles III et Emmanuel Macron. Fin septembre, nous avons aussi eu la publication du 5e livre blanc d'Intermedius, le think tank de Planète CSCA. Il s'est intéressé au sujet du cyberassurance, qui est devenu une préoccupation majeure dans le monde actuel. Une vingtaine de personnalités qualifiées ont été interrogées afin de dresser un diagnostic de la menace cyber et d'identifier les enjeux et les défis que celle-ci représente pour les entreprises françaises et, bien entendu, en particulier pour le courtage de l'assurance. Ce livre blanc comprend aussi un certain nombre de recommandations qui constituent des pistes pour Planète CSCA pour développer des outils et des services afin de mieux accompagner leurs adhérents sur ces sujets-là. L'objectif de ce nouveau livre, c'est quoi? C'est de sensibiliser les courtiers de proximité et de leur donner les clés et les conseils pour se prémunir d'attaques dont ils seront malheureusement l'objet. Il faut être assez transparent. La question, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on va être attaqué. Non, la question n'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand est-ce qu'on va être attaqué. Je trébuche, mais le sujet est tellement important. Jean-François, je crois en plus que vous connaissez très bien le sujet, parce que vous avez animé le Tour des régions 2023, et vous aviez l'occasion que Christophe Aubourg vous partage les premiers résultats. Oui, effectivement, Christophe Aubourg nous avait donné de la foi en exclusivité et avait cherché à valider auprès des adhérents courtiers un certain nombre de pistes qui étaient creusées. Donc je confirme. D'autres infos dans votre besace? Juste si jamais certains étaient absents, n'ont pas eu ces infos, vous pouvez bien sûr retrouver ce livre blanc en téléchargement sur le site internet de Planète CSCA. Pour rester dans le digital, autre sujet, le tech radar du courtage. L'objectif, c'est quoi? C'est de mieux accompagner les courtiers de proximité dans le choix de leurs solutions métiers. Réalisé par le lab de Planète CSCA, en collaboration avec le cabinet Eurus Consulting, ce guide, il a analysé 17 solutions logicielles sous l'angle des fonctionnalités proposées, des prérequis techniques, mais également du tarif. Ça constitue quoi? C'est une aide à la décision indispensable pour tout courtier qui souhaite faire évoluer avec son activité avec plus d'efficacité en s'équipant de un ou de plusieurs logiciels. Toutes les solutions ont été analysées et sélectionnées selon l'indépendance de la solution, le ciblage des courtiers, la spécialisation, l'ancienneté et bien entendu l'efficacité pour le courtier. Ça serait, Jean-François, vous me direz pas non, une bonne idée de pouvoir recevoir ces 17 solutions en plateau pour qu'ils puissent nous en présenter plus en détail leurs solutions. Je ne vous dirai pas non. Voilà. Pour finir, quelques points à noter. Il y a eu la 12e numéro de la revue du courtage qui est sortie récemment. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans celle-ci? Un dossier sur la responsabilité sociétale des entreprises, qui est une opportunité pour le courtage. Les différentes actions de Planète CSCA. Un regard sur le courtage avec la vision de Anne-Jacques Guinchin, qui était nouvellement arrivée chez Verling. Et aussi un article d'expertise sur la durabilité et le courtage d'assurance. Enfin, un nouveau partenariat pour Planète CSCA. Planète CSCA devient partenaire et mécène de la Fondation d'entrepreneurs de la Cité, la Fondation des entrepreneurs de la Cité. Pour favoriser l'emploi et lutter contre
pour lutter contre la précarité des entrepreneurs en création, Entrepreneurs de la Cité, qui est une structure à but non lucratif, diffuse des solutions de micro-assurance à tarif solidaire et accompagne les micro-entreprises dans toute la gestion de leurs risques. Merci beaucoup Georges. On vous retrouve tout à l'heure pour la Success Story Digital. Mais maintenant, c'est l'heure de Impact RH. Impact RH, avec nous, fidèle au poste, le directeur général de Planète CSCA RH et de l'IFPAS, Laurent Rachtingui. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Laurent, on a un point commun, on a environ tous les deux 30 ans de carrière professionnelle. Alors pour vous, ça a beaucoup été dans le secteur des RH et de la formation. Quel regard vous portez sur l'évolution actuelle du marché du travail ? Ça a considérablement changé, je dirais particulièrement depuis la Covid. Il y a une rupture qui s'est faite, ou plutôt une modification du modèle. Il est très clair que les collaborateurs, les salariés ont une position que je qualifierais de force vis-à-vis de l'employeur et les conditions ont largement changé. Ok, alors il y a un problème de relation des individus au travail, il y a un problème globalement de force au travail, même si on a un taux de chômage qui est aux alentours de 7%, on nous parle de plein emploi, et nombre d'entreprises du monde du courtage sont confrontées à des problèmes de recrutement. On va les regarder les unes après les autres. Est-ce que dans le monde du courtage de proximité, il y a un sujet de pyramide des âges ? Oui, très clairement, il y a un certain nombre de cessions de cabinets en cours, donc la pyramide des âges est bel et bien là. Les repreneurs ont souvent entre 40 et 50 ans. Si on prend les cabinets de proximité, c'est exact. Mais on peut peut-être parler des autres cabinets de taille un peu plus importante, comme les cabinets, les grossistes, où là, on retrouve les problématiques classiques qui sont liées aux pyramides des âges, au turnover, mais je pense que c'est un sujet que nous allons aborder. Ok, je me mets dans le cas du cabinet de proximité, on voit que les fonds, ça va peut-être être un peu plus dur aujourd'hui avec la remontée des taux. Si je me dis que je vais avoir des problèmes de recrutement, je vais aller chercher quoi ? Un profil de 40 ans, plutôt de senior, en essayant de voir si je peux avoir quelqu'un qui peut derrière reprendre ma boutique ? Oui, sachant que ce type de profil est extrêmement recherché globalement, puisque vous êtes en train de parler d'un profil quadra, quinca, plutôt un profil commercial, puisqu'on parle bel et bien du courtage, ce sont des profils les plus recherchés. Donc il y a le problème de l'attractivité. Ok, alors la question de l'attractivité, la question de la séduction, vous nous dites que le marché du travail est profondément changé. Avant, on recrutait sur une bonne vieille annonce. Ça marche toujours ? Non, c'est fini. Alors c'est pas totalement terminé. Au sein de Planète CSCRH, on propose un panel d'outils, ça va du développement de la marque employeur en passant par des approches qui vont être liées plus spécifiquement à la chasse de tête, mais également d'autres outils comme Alumni que nous possédons. Nous avons une association. On propose quelque chose de bien plus large que la bonne vieille annonce, mais qui fonctionne toujours avec le site Emploi Assurance. Alors Emploi Assurance, ça marche comment ? Emploi Assurance, ce sont des annonces qui sont individuelles ou par pack, et on peut même l'associer au développement de la marque employeur, ce qui permet évidemment pour le candidat de pouvoir choisir en s'appuyant très concrètement sur des faits et des photos. Je suis une petite structure et j'ai des problèmes de recrutement. Quels éléments de package je dois utiliser pour pouvoir séduire des collaborateurs potentiels ? Parce que souvent, j'ai en face de moi des grosses structures qui ont des accords d'intéressement, de participation, que sais-je. Comment, quand je suis une petite structure, j'arrive à me défendre ? Très clairement, il faut aller sur un autre champ. Il est vrai que les grosses structures vont proposer une participation financière importante. Si on parle des compagnies d'assurance, elles proposent jusqu'à 2, 3, 4 mois d'équivalent de salaire mensuel. C'est impossible pour un cabinet de proximité ou un cabinet grossiste d'aller sur ce champ-là. Donc il faut plutôt proposer un projet d'entreprise, des valeurs. On en parle beaucoup des valeurs. Mais quelles que soient les générations, c'est extrêmement porteur. Un projet, des valeurs, donner l'envie d'y aller, c'est ce qui est vraiment différenciant. Et puis, il y a une chance. On parle bien d'entrepreneurs ici. Et donc, la chance, c'est peut-être, pour ceux qui peuvent le faire, d'ouvrir le capital avec des actions gratuites, par exemple. Et là, ça devient très différenciant, même à rémunération et package inférieur. Ok, on parle quand même rémunération. J'imagine que, historiquement, on a tendance à, dans les fourchettes, se dire qu'on va attirer les rémunérations vers le bas. Il faut se dire que vraiment, dans le contexte actuel, c'est une mauvaise pratique ? Oui, c'est une mauvaise pratique, très clairement. Le salaire, la rémunération n'est pas l'élément numéro 1. J'ai parlé de valeur, j'ai pas de projet d'entreprise, mais il y a un minimum et donc il faut plutôt être sur les fourchettes hautes. J'ai conscience de la difficulté que ça représente pour les intermédiaires au sens large du terme, mais c'est incontournable. Il y a d'autres choses. Vous n'avez pas parlé, par exemple, du télétravail, qui est un véritable sujet. Il est actuellement très difficile de recruter sans proposer du télétravail. Et dans certains cas, certains cabinets, notamment en province, qui ont du mal à être attractifs, proposent parfois même 100% télétravail.
J'entends votre discours, vous m'avez tout à l'heure parlé du développement de la marque employeur. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que la marque employeur, c'est un truc qui concerne tout le monde ou est-ce que c'est un truc de grand groupe? Moi, je suis Jean-François, filiate conseil et ou assurance. Est-ce qu'il faut que je travaille ma marque employeur? Belle entreprise, Jean-François Conseil. En l'occurrence, oui, c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Mais j'aimerais juste préciser ce qu'est le développement de la marque employeur. Parfois, et on s'apporte à confusion, c'est pas du tout une démarche institutionnelle. On filme pas le président ou le directeur général d'une structure. Non, on va filmer et mettre en avant un poste de travail identique à celui qui va être recruté. C'est bel et bien ça le sujet, en proposant des conditions de travail, les valeurs de l'entreprise. On donne envie de rejoindre, non pas par le dirigeant cette fois-ci, mais par les collègues, les collaborateurs et présenter un environnement de travail. Donc ça concerne bel et bien tout le monde et c'est à des prix très accessibles. Ok, je voudrais vous faire réagir parce qu'on voit bien l'inflation actuellement des rémunérations. Tout simplement parce que l'inflation, c'est quand plus on est dans un monde fermé, plus il y a d'inflation par rapport à un monde ouvert où il y a plus de concurrents. Quand on regarde un peu les recrutements, c'est je te pique un collaborateur, tu m'en piques un, il va repartir dans une compagnie d'assurance, il va passer dans un cabinet de courtage et on va rester grosso modo dans l'écosystème assurantiel. Alors parfois, par erreur, on va aller chercher dans la banque ou un truc comme ça, mais on va quand même rester dans la proximité. Comment aujourd'hui on arrive à aller chercher hors du microcosme? Est-ce que le courtage est un secteur intéressant et en pratique, si on veut ouvrir l'univers des possibles, on fait comment? Alors vous avez raison, je voudrais juste revenir sur votre remarque d'un circuit fermé. Il y a même des politiques de rétention chez certaines compagnies, chez certains courtiers de taille significative, où il y a des contre-propositions qui sont faites aux collaborateurs qui remettent sa démission. On a bien une spirale inflationniste très négative. Donc évidemment, la solution, comme vous le dites, je partage totalement, c'est d'aller chercher d'autres profils. Je crois beaucoup au pluralisme. Et comment on fait? Tout simplement avec la formation. Nous avons des programmes qui sont ouverts, y compris jusqu'aux dirigeants, parce que ça va jusque-là, jusqu'au directeur général, jusqu'aux administrateurs. On a donc un panel complet de formation qui permet, en un temps très concentré, de se mettre à jour sur la partie notamment réglementaire, la gouvernance qui est très spécifique, la comptabilité. Ces thématiques très spécifiques à l'assurance sont abordées dans des temps records. Et donc, une personne qui a déjà une expérience en gestion ou sur le plan commercial, les commerciaux sont extrêmement recherchés et très vite opérationnels. Et comment fait-on pour devenir attractif au niveau du secteur de l'assurance? Avec le courtage, l'entrepreneuriat. Une fois de plus, c'est une véritable possibilité d'ouvrir des chakras pour les collaborateurs. Laurent Arach-Tinguy, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce vrai problème qu'est le recrutement et d'apporter des solutions qui sont développées par Planète CSCRA RH. Voilà, ça c'était la séquence un peu dure parce qu'effectivement, quand on cherche à recruter et qu'on trouve pas, bien quand on a des gens qui partent, c'est pas toujours facile. Maintenant, on va faire la fête de suite en parlant du 11 bis Festival avec Christophe Faubourg. Allez, nouvelle séquence dans cette émission. On va parler du 11 bis Festival avec nous, le directeur général de Planète CSCA, Christophe Faubourg. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on va essayer de faire une séquence fun. On vient de sortir du sujet des RH. Déjà, première question, c'était fun, c'était bien cette année? C'était une édition en 2023 que je qualifierais de grand cru. Peut-être pas encore classée, mais en tout cas, dans un premier temps, une très très belle édition avec un taux de satisfaction très important de la part à la fois des festivaliers, donc les courtiers, et puis bien sûr nos partenaires qui nous ont déjà, pour la plupart d'entre eux, assuré de leur présence en 2024. Donc c'est décidé, on remet le couvert? C'est décidé dès le jour même, dès le soir même, dès le lendemain. Nous avons tout de suite essayé de faire un retour d'expérience sur cette première édition et tout de suite de se projeter sur l'édition 2024 pour essayer de faire quelques petites surprises et quelques petits aménagements. Alors on va commencer par les questions pratiques. La date? Alors ça sera toujours le 6 juin, mais cette fois-ci 2024. Le lieu? Le lieu toujours à la Felicita, ce grand food market au sein de la station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. Donc vraiment un lieu propice à cet événement avec de la convivialité, de la nourriture de très très bonne qualité et puis surtout une ambiance autour de la fête qui est très important pour nous. Ou en body spritz avec modération. Est-ce qu'il y a une vie entre deux 11 bis et entre deux 6 juin? Bien sûr, alors le 11 bis se décline en plusieurs choses et là on évoque le 11 bis non-stop.
via l'application, donc l'application Le Jour J. Cette application, cette année, on va l'améliorer avec de nouvelles modalités. Évidemment, toujours les votes des challenges et des entreprises en compétition, la possibilité de prendre des rendez-vous avec vos partenaires préférés sur le site, la possibilité évidemment de suivre l'événement en digital à domicile pour ceux qui effectivement ne pourraient pas se déplacer. Donc ça, c'est pour le jour J. Et entre les deux? Le jour J, ça vous sert aussi d'accès et autres. Et puis entre les deux, tout d'abord une application qui vit jusqu'à la fin de l'année, avec la possibilité de prendre vos rendez-vous également, parce qu'une journée, on sait que c'est très court, donc vous pouvez faire vivre cette appli. Et puis la nouveauté cette année, c'est que ce sera une appli qui vivra la totalité de l'année entre chaque événement, pour en faire une sorte de réseau social du festival, avec des contenus spécifiques, soit News Assurance Pro qui est notre partenaire sur cet événement, soit Planète CSCA, des contenus dédiés, des contenus en exclusivité, des articles, des vidéos et autres, et puis la possibilité aussi de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des festivaliers tout au long de l'année. C'est pour ça que j'évoque presque l'idée d'en faire à terme un réseau social des festivaliers. Ok, vous nous avez dit il y a cela quelques instants que dès le soir même, vous aviez déjà commencé à réfléchir, à débriefer de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui change sur le... On rappelle, il y avait des talks, il y avait des challenges. Il y a des changements qui sont prévus? Alors, le changement principal est autour des challenges. Alors le concept des challenges évidemment perdure, puisque là c'est une véritable innovation et qui est, je pense, une très très forte valeur ajoutée de ce festival, avec un taux de satisfaction encore une fois très très important autour des challenges. Mais c'est vrai que dans le retour d'expérience, on s'est rendu compte que les challenges que nous avions proposés l'année dernière étaient peut-être un peu trop précis, un peu trop techniques, et donc cette année, nous avons pris le parti de faire des challenges beaucoup plus ouverts en termes de thématiques, pour que chacun puisse s'y retrouver et pouvoir décliner sa proposition de valeur à l'intérieur d'un challenge. Ça, c'est la première chose. Pardon, Jean-François. Je termine. La deuxième, c'est que nous avions en 2023 2 scènes sur lesquelles se déroulaient Challenge et Talks. Cette année, nous aurons 3 scènes, donc on augmente le dispositif, et avec des scènes qui sont comment dirais-je, spécifiques. Une scène qui sera uniquement dédiée aux produits et services. D'accord. Pour les particuliers. Donc des scènes thématisées. Une scène produits et services plutôt pour la partie professionnelle et entreprise. Et puis une scène plutôt autour des solutions et des tendances qui parlera plus de prospective avec des choses un peu plus larges. Voilà. Ok, autre changement. Et puis peut-être un dernier chiffre, pardon. Tout ça réuni, donc j'ai dit 3 scènes. 18 challenges au total, avec en moyenne 4 entreprises en compétition par challenge, et entre 6 à 10 talks, puisque nous maintenons également les talks, même si on les réduit un petit peu dans le dispositif. Alors l'autre jour, je suis allé à une remise de prix, c'était les trophées de Planète CSCA, et Bertrand de Sermont nous a dit les trophées, désormais, seront remis au 11 bis Festival. Pourquoi ? Voilà, il m'a un petit peu cassé mon effet d'annonce pour cette émission. En effet, teasing, c'était une forme de teasing, donc on va essayer de compléter un peu l'information. En effet, ces trophées de Planète CSCA ont également un franc succès maintenant depuis 3 ans que nous les délivrons. Et donc cette année, nous avons décidé de changer un peu le dispositif, et donc une remise des trophées à la fois consolidés et nationaux à l'occasion du festival du courtage le 6 juin. Ce qui veut dire que, vous savez qu'avant d'arriver aux trophées nationaux, il y a les remises dans les régions. Donc 9 collèges régionaux de Planète CSCA. Donc nous allons séquencer ces remises en région entre janvier et mai. Et donc le point d'orgue se déroulera au mois de juin, avec évidemment le point d'orgue de la journée, cette remise des trophées, qui sera suivie par un grand cocktail Planète CSCA qui sera désormais annuel, un peu comme l'Amraï fait son cocktail au mois de juin. Eh bien, Planète CSCA fera son cocktail également,
évidemment avec Céroni, au moment du 11 bis festival, ce qui permettra aussi, voilà, d'élargir un peu les participants à cette grande journée et à cette grande fête du courtage. Puisque vous faites référence à l'AMREI, il y a un certain nombre de grands événements dans le monde de l'assurance. Quelle place vous voyez pour le 11 bis festival dans l'écosystème événementiel de l'assurance? Alors effectivement, on a un écosystème aujourd'hui où on a les salons, des salons professionnels, les salons à Paris, à Marseille et maintenant depuis quelque temps à Lyon. Ces salons, ils restent incontournables évidemment, et ce sont toujours des rendez-vous bien sûr de qualité. Et Planète CSCA d'ailleurs est partenaire de ces trois salons. Ce qu'on a voulu faire avec la création du festival, c'est précisément de créer quelque chose de différent, de complémentaire, et qui ne soit pas du tout en concurrence avec les salons professionnels. Il s'agit donc d'un festival, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un salon, donc encore une fois, complémentarité. Et ce festival, en plus, il apporte un certain nombre d'innovations et de nouveautés, puisqu'il n'y a pas de stand, mais ce sont des challenges auxquels les entreprises participent avec des festivaliers qui sont les courtiers. Et puis, troisième différence importante, les salons, ça draine beaucoup de monde, des publics assez variés. Le festival, il a une jauge. À l'heure actuelle, elle est environ de 1500 personnes, avec un engagement pour nous qui est que parmi les 1500 personnes, il y a à peu près 70% de courtiers. D'accord, donc ça soit pas les exposants qui soient tous entre eux en train de se retrouver pour parler. Alors, je vais réagir justement par rapport à ça. Vous savez que j'aime bien faire de l'information pratique pour les gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent, majoritairement, vous qui êtes derrière votre écran, vous êtes courtier de proximité pour nombre d'entre vous, courtier grossiste pour d'autres. Mais on sait aussi, on va être honnête, que l'émission est regardée par les porteurs de risques. Aujourd'hui, dans le temps du 11 bis festival, c'est le temps entre guillemets des porteurs de risques. C'est avec eux qu'on discute, savoir qui a envie de venir, qui n'a pas envie de venir. Donc je me mets à la place d'un porteur de risque et j'ai une question toute bête à vous poser. Dans les innovations, il y a eu les challenges. Et en fait, quand on fait un challenge, il y a un gars de chez soi qui va défendre son biflesque en défendant son propos devant des courtiers qui sont dans la salle. Ma question, c'est l'exercice, il est super bien parce qu'il est super moderne. En revanche, il a un problème, c'est qu'il me fait courir un risque pardonnez-moi l'expression, mais mon gars s'explose devant le public. Comment on le gère, ce risque-là ? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, encore une fois, 1500 personnes, c'est la famille, en fait. On est en famille. Alors, il y a les courtiers, il y a les porteurs de risques, il y a les partenaires, mais on reste effectivement dans une famille où on n'est pas là on est là pour juger de la qualité des produits qui sont présentés ou des innovations, mais on n'est pas là pour jauger ou juger de la qualité de la prestation. D'accord, donc on n'est pas là on n'est pas pour faire un exercice de stand-up pendant 2h30 pendant une salle. On n'est pas au théâtre, on n'est pas au cours Florent ou que sais-je. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que comme tout exercice, ça se prépare. Effectivement, il faut pouvoir avoir un pitch qui soit suffisamment huilé, qui capte le public, puisque les séquences sont assez courtes, hein, c'est environ 6 minutes. Et puis, si possible, on l'a vu l'année dernière, essayer de trouver une forme de scénarisation qui permet aussi de rendre plus captivante l'intervention. L'année dernière, on avait eu une intervention sur le cyber, par exemple, qui avait été particulièrement réussie parce que... Et je suis accompagné pour faire ça ? Alors, on propose effectivement dans les prestations du 11 bis festival un accompagnement sur mesure qui va de l'accompagnement très macro à l'accompagnement extrêmement personnalisé sur des techniques d'art oratoire, sur de la préparation du pitch avec effectivement des mots-clés. Enfin bref, c'est de la technique, ça s'acquiert. Il faut s'entraîner, bien sûr, et il faut anticiper. Vous savez, on est dans l'assurance, donc les risques, on les connaît, on sait gérer un risque. Donc le risque de se cracher, comme vous dites en scène, il existe certainement, mais on peut l'anticiper, on peut le prévenir,
tout se passe bien. Ok. En pratique, les tickets pour participer au Onze Bus Festival, c'est quoi? Alors, les tickets d'entrée ont été aussi un petit peu modifiés par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, pour faire simple, nous avons un pass entreprise à 9 900 € qui comprend à la fois des accès pour les collaborateurs de l'entreprise en compétition, une possibilité de participer à un challenge, de concourir et donc d'être sur scène et troisièmement de pouvoir échanger via l'application avec les festivaliers et puis surtout, c'est ça la grande innovation aussi cette année parce qu'il y avait eu quelques petits quiproquos l'année dernière, ce pass entreprise vous permet d'inviter X courtiers autant que vous voulez. Donc vous êtes porteur de risque, vous avez 500 courtiers pour reprendre l'exemple précédent en portefeuille, vous pouvez inviter vos 500 courtiers. Alors évidemment, la jauge, comme j'évoquais, est de 1500, donc c'est, comme dit la formule, selon les places disponibles. Donc ça, c'est la première formule. Et puis après, vous pouvez être aussi pass festivalier lorsque vous n'êtes pas courtier. Et là, vous payez 990 € hors taxe et vous êtes présent. Vous pouvez pas être en compétition et être sur scène. Vous êtes présent sur site pour une place et vous avez accès également à l'application avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. Ok, merci beaucoup de nous avoir présenté sérieusement ça, mais on viendra pour bosser et faire aussi la fête. Et toujours être sérieux sans se prendre au sérieux. Et on continue tout de suite. Donc là, on va arrêter de faire la fête et puis on va parler business, c'est l'heure du face-à-face. Allez, c'est l'heure du face-à-face. Avec nous, le directeur de SMA Courtage, Vincent Figarella. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Vincent, le président de Planète CSCA, Bertrand de Surmont. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Alors, on va parler plein de choses. On va parler notamment d'un accord qui a eu lieu entre SMA et Planète CSCA, c'est Solutions Déo. Mais avant, Vincent, je voudrais faire un point avec vous sur SMA Courtage. Quelle dynamique aujourd'hui est la vôtre? La dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez expliqué que vous aviez des ambitions. Quel résultat? Alors, une dynamique commerciale très active puisqu'on a terminé l'année 2022 avec une croissance de 24% en atteignant un chiffre d'affaires de 410 millions d'euros. On a progressé en toutes les branches, bien évidemment en construction, c'est évident, mais on a progressé aussi en dommages aux biens, en automobile, en bris de machines, conformément à nos objectifs de développement sur d'autres branches. Alors justement, on revient là-dessus parce que on se dit, voilà, c'est ma BTP, l'historique, c'est la construction. La vraie logique qui a été la vôtre, c'est de dire on est un assureur qui ne fait pas que ça? Alors oui, c'était dans le plan stratégique des années précédentes, effectivement, était de développer les risques hors construction au travers du courtage. D'où les ambitions de SMA Courtage. Aujourd'hui, ça a encore plus de sens puisqu'on voit que l'activité du bâtiment va peut-être probablement subir un net ralentissement. Donc la croissance par le positionnement de SMA sur d'autres branches d'activité est important. Alors même si effectivement certains noteront que 2022 était l'occasion de réancrer le bâtiment. Ah oui, parce que, en tout cas, SMA rappelle l'histoire. SMA BTP change de nom pour s'appeler SMA et finalement rechange de nom pour se rappeler SMA BTP. Alors certains y perdent un peu leur latin, donc Rosa Rosa Rosam, expliquez-nous le latin. Alors, justement, c'est aujourd'hui, pour nous, c'était important de réaffirmer l'ancrage dans le BTP, puisque c'est clair que ça reste l'activité principale du groupe SMA, d'accompagner, donc SMA BTP maintenant, d'accompagner les entreprises et les intervenants dans l'acte de construire. Mais bien évidemment, pendant ce temps-là, SMA Courtage avait aussi, devait poursuivre ses ambitions de développement sur d'autres secteurs d'activité et dans les branches courtes. Ok, donc SMA Courtage, on en parle. Aujourd'hui, quelle est la stratégie? Combien de courtiers sont codés? Est-ce que l'objectif, c'est de multiplier le code? Et puis globalement, que pèse SMA Courtage dans l'ensemble du groupe? Alors aujourd'hui, donc SMA Courtage, je vous disais, c'était 185 millions d'euros dans les années 2015. Aujourd'hui, on fait 410 millions d'euros. Donc vous voyez la progression. On va terminer l'année probablement plus qu'à 500 millions d'euros de primes. Donc une croissance importante du courtage qui fait qu'aujourd'hui, on représente à peu près 38% du poids de l'activité du groupe en IARD. L'autre élément important,
c'est de continuer de travailler uniquement avec un nombre de courtiers limité, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de notre taille, notre choix et notre positionnement, c'est toujours un accompagnement individualisé de nos courtiers partenaires. Donc, on a continué cette stratégie de se limiter aujourd'hui, de travailler avec, en gros, 550 courtiers France entière. Ok, donc l'objectif, c'est pas de l'ouverture de code à tout va. Non. Effectivement, l'objectif, c'est de continuer de bien servir les courtiers qui nous ont fait confiance durant ces années et qui nous ont aidés à nous développer pour arriver là où on est aujourd'hui. Alors, dans les indicateurs de place, il y a un certain nombre d'indicateurs pour juger la relation entre les porteurs de risques et les compagnies, les courtiers. Il y a les trophées de Planète CSCA qui donnent un certain élément. Il y a un autre indicateur important, c'est le baromètre Golder. Aujourd'hui, vous êtes jugé comment ? Alors, dans le baromètre Golder, effectivement, c'est au cours de la 7e édition. Nous, maintenant, ça fait la 4e fois qu'on est noté dans le baromètre Golder. Et cette année, on a remporté le premier prix, toute compagnie confondue, auprès des courtiers de proximité, qui est notre cœur de cible aujourd'hui dans notre réseau de distribution. Et puis, à côté de ça, bien sûr, on a aussi remporté le 3e prix, toute compagnie confondue, de l'ensemble du courtage. Donc aujourd'hui, en termes de satisfaction des courtiers. Donc, SMA Courtage, aujourd'hui, est clairement au rendez-vous de la qualité de service pour ces courtiers. Ok, alors l'actualité, c'était avant l'été qu'il y avait un communiqué de presse qui avait été publié annonçant la signature d'un accord. Alors, j'ai vu que depuis le début de notre échange, Bertrand de Surmont, Vincent n'avait Dieu que pour vous. Question maintenant, de manière toute simple, on savait que Planète CSCA proposait des services à ses adhérents. On pense notamment, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Rachtingui sur des sujets autour des RH, avec Planète CRH. Là, vous signez un deal avec un porteur de risque pour proposer des solutions pour vos adhérents. Pourquoi ? Alors, pour des raisons simples. D'abord, on signe un deal. On signe pas de deal. On a un accord de diffusion, j'ai envie de dire. Non, mais ce que je veux dire aux courtiers qui nous écoutent, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de méprise sur le sujet, c'est que Planète CSCA n'est en aucun cas un intermédiaire et n'est rémunéré sur les opérations qui se passent. Je préfère nous appeler un facilitateur pour le compte de nos courtiers, et principalement de courtiers de proximité, sur des branches complexes. Et effectivement, l'ADO en est une. Donc voilà, les adhérents ont la possibilité dans le chemin d'entrée à cette plateforme, en passant par Planète CSCA, le site internet Planète CSCA, de rejoindre la plateforme pour engager le processus de souscription. Donc voilà, il faut être juste très clair. Ce faisant, on s'est appuyé, on a voulu s'appuyer sur un acteur majeur et reconnu en la personne morale de SMA BTP, et pour donner accès à tous ces courtiers de proximité qui font, mais comme moi, comme dans mon petit cabinet, 1-2 DO par an. Voilà, on ne sait pas comment on fait, on accède à une plateforme, on a une pré-idée de ce que peut être un tarif, et puis après, il faut poser, mais Vincent en reparlera sûrement après, il faut déposer les pièces relatives à ce genre de contrat. Mais voilà, j'ai juste envie qu'on me facilite la vie et que je puisse répondre à un besoin de mes clients sur un sujet qui est compliqué. Juste Bertrand, ça c'est la vision adhérent. J'ai envie qu'on me rende service. Je voudrais vous entendre sur la vision syndicat. Est-ce que finalement, c'est dans ce mandat-là, qui est le vôtre, une vision qui consiste à dire un syndicat, ça signe des accords salariaux, ça fait du lobbying, mais il y a un vrai sujet d'enjeu de service vis-à-vis de ses adhérents. Alors, il y a un vrai sujet sur des points très spécifiques d'accès de nos adhérents au marché, à certaines branches. Les branches longues, la DO, on pourrait parler de la RC médicale, des branches compliquées du type cyber, ou des branches nouvelles du type paramétrique. Ça, c'est clairement des axes sur lesquels on va continuer. On est déjà en cours, mais on va continuer et j'espère qu'on va finaliser, bientôt, pour le compte de nos adhérents, des accords pour leur faciliter la vie sur ce point-là. Vincent, Solution DO, l'offre, c'est quoi ?
Alors en fait, effectivement, comme le disait Bertrand, l'idée au départ était de mettre un arrêt à souvent ce qui était reproché à des acteurs comme nous, c'est-à-dire on a des solutions aujourd'hui et on a des produits reconnus et on sait bien gérer de la dommage ouvrage et accompagner les constructions, mais on interdisait l'accès à grand nombre de courtiers. Ok. Donc régulièrement, je regarde la cohérence. Vous m'avez dit 550 courtiers, on fait dans l'individualisé, on cherche pas à multiplier les codes. Et donc, morale de l'histoire, moi je suis courtier, je traite 1 ou 2 affaires ou 3 affaires par an. Mais morale de l'histoire, si vous me permettez l'expression, je suis baba pour bosser avec vous. Voilà, donc vous n'aviez pas accès. Donc l'idée, effectivement, c'est là où on a rejoint le besoin de Planète CSCA, qui était de proposer une solution qu'on pourrait qualifier de grossiste. Alors comment? C'est-à-dire en proposant à ces courtiers-là de venir travailler avec le courtage captif du groupe de SMA BTP, qui est ACS BTP. Et aujourd'hui, donc, tous ces courtiers deviennent apporteurs d'ACS BTP qui les rémunèrent comme on rémunère classiquement nos courtiers lorsqu'ils travaillent avec nous en dommage ouvrage. Alors, deuxième préalable. Donc, puisque vous me dites ça, aujourd'hui, la commission, c'est 10%. Puisque vous me dites ça, je vais quand même vous poser la question. Donc, la com, c'est 10%. 10% de la prime. Et donc, d'après ce que j'ai bien compris, on est d'accord, Planète CSCA n'est pas intéressée sur l'opération. Okay. Et donc, l'idée, effectivement, c'était d'avoir un vecteur d'intermédiation qui est le courtage captif, puisque étant courtage captif, celui-ci n'a pas, travaille à coût marginal sur cette solution. Le deuxième préalable, c'est, comme le disait Bertrand, c'est s'adresser à des courtiers qui ne sont pas des spécialistes de l'assurance construction. Or, un dossier DO est un dossier souvent compliqué à monter et dont les réponses, parfois, peuvent relever du jargon. Et donc, il fallait qu'on mette en place une solution qui était facilement accessible, dans un premier temps pour avoir une idée de la tarification qui serait proposée à son assuré. Donc, c'est le principe d'avoir rapidement, quand on se connecte sur le site, d'avoir une prétarification par rapport à son projet. Donc, il faut donner quelques éléments, l'adresse du chantier, le coût de la construction, la nature de la construction. Il y a des parcours simplifiés, même pour, faciliter la saisie de ces éléments, mais avec, en quelques clics, en 4-5 clics, vous avez un prétarif. Si ce prétarif vous convient, à ce moment-là, vous déposez l'ensemble des pièces techniques et vous complétez le questionnaire en ligne et vous avez la réponse le lendemain avec, cette fois-ci, un devis d'assurance qui est une proposition qui n'est plus qu'à signer si vous êtes d'accord et à ce moment-là, le contrat est mis en place. Ok, alors tout ça, c'est très clair, mais comme c'est très clair, je vais être encore plus loin dans le sujet pratique, donc on résume. L'offre, elle s'adresse à des gens qui ne sont pas codés chez vous. Donc, on est dans des gens qui travaillent pas spécialement aujourd'hui avec vous, qui se disent, tiens, j'ai un dossier dommage ouvrage, plutôt que de le perdre et de le laisser à quelqu'un d'autre, je peux m'en occuper, j'ai la solution DO. Très bien. Mon point d'entrée pour rentrer dans le dispositif, c'est Planète CSCA ou c'est SMA Courtage? Bertrand? Je l'ai dit. Planète CSCA. Je vais sur mon espace adhérent. Sur le site, sur l'espace adhérent Planète CSCA, et de là, je bascule sur la plateforme. Ok, donc je dis, je suis intéressé pour faire une opération, choc, 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 off, et j'arrive chez vous. Et donc, je récupère un code d'accès à Solution DO. Voilà. Je saisis mon opération, juste, si j'en fais pas souvent, est-ce qu'il y a 2-3 petits trucs importants à savoir pour faciliter la vie et le dispositif dans ce que je dois saisir? Parce que, pardonnez-moi, mais la DO, c'est pas le truc que je fais tous les jours. Donc, comme c'est pas le truc que je fais tous les jours, vous avez la première des choses est de qualifier la nature des travaux que vous allez réaliser. Donc, est-ce que ce sont des travaux neufs ou des travaux sur un ouvrage déjà existant? Et ensuite, vous avez des destinations d'ouvrages. Est-ce qu'on est dans de la maison individuelle, dans de la rénovation d'appartements ou dans un ouvrage industriel ou commercial? Donc, très, très facilement, en fait, vous avez 6 parcours et vous choisissez en fonction de cette typologie de travaux. Et là, vous arrivez sur un questionnaire extrêmement simplifié. On vous demande le nom du maître d'ouvrage, l'adresse du chantier et le montant des travaux. Et à ce moment-là, vous avez accès à une prétarification. Donc, un devis. Voilà, une prétarification, c'est-à-dire que pour l'instant, ça ne peut pas constituer une offre d'assurance dans la mesure où vous n'avez pas complété votre dossier technique. Ok, je reviens sur un truc. Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les gens qui sont codés chez vous et les gens qui sont dans le système? Là, on est quoi? On est dans un système qui est totalement informatisé? C'est de l'intelligence artificielle? Alors, bien sûr, c'est un système, c'est une solution de souscription en ligne, donc elle ne fait pas intervenir, j'allais dire,
l'adaptation que pourra apporter un souscripteur de SMA Courtage qui répondrait à un courtier partenaire. Les courtiers aujourd'hui codés chez SMA Courtage continuent de s'adresser à leurs interlocuteurs en région. Et là, vous avez une offre tout de suite, j'allais dire, adaptée et différenciée en fonction de la nature des travaux. Alors que là, on reste dans une offre assez, on va dire simplifiée. Ok. Bertrand, est-ce que pour vous, dans les travaux qui ont été faits entre SMA et Planète CSCA, le sujet du parcours a été un sujet majeur pour, quelque part, simplifier la vie des courtiers? J'ai envie de vous dire, je pense qu'on a été trop bon. Le parcours, il est trop facile, il est trop fluide, à tel point que, et c'est vraiment un message qu'il faut que nos amis courtiers entendent, c'est pas parce que en 4-5 clics, comme disait Vincent, vous avez votre pré-tarification qu'après, c'est terminé. Après, les pièces, il faut aller les chercher, il faut les rentrer, il faut les mettre. Et c'est ça qui est compliqué. Il faut pas se leurrer sur le sujet. Le système, il est fluide. Mais à la fin de la journée, une DO, c'est une DO et ça nécessite de rentrer des pièces et c'est un peu ardu et c'est un peu long et voilà. Donc, mais le système, il est superbement fluide. Alors, ce qu'on a voulu, les pièces. Ouais. Voilà, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un outil d'abord ergonomique dans sa saisie. Donc, c'est la technique du glisser. Donc, on va glisser des pièces techniques. Drag and drop. Voilà, dans le dossier. Une fois que le dossier, donc, il est soumis à SMA Courtage, et dans cette soumission, donc, on va valider, j'allais dire, que la pièce correspond bien à la nature des travaux qui a été décrite et elle constitue. Et au fur et à mesure que le dossier, j'allais dire, se remplit avec les pièces techniques nécessaires, vous n'êtes pas obligé de toutes les fournir à l'instant. Vous pouvez revenir sur votre projet régulièrement pour déposer les pièces techniques. Lorsqu'il est complet et validé, à ce moment-là, vous avez l'édition d'un projet d'assurance que vous n'avez plus qu'à signer si vous en êtes d'accord. Ce projet d'assurance, donc les pièces qui sont demandées par la suite, et aujourd'hui, pour vous illustrer, on a à peu près 90 devis qui ont été entamés, et la moitié de ces devis, aujourd'hui, attendent la complétude, si vous me permettez l'expression, du dossier au niveau des attestations d'assurance des intervenants. Alors, ça reste encore un sujet, souvent en dommage-ouvrage, qui est compliqué pour les courtiers, c'est d'obtenir les attestations d'assurance des constructeurs pour venir les déposer. Mais le reste du dossier technique, donc à savoir déposer un DGD, déposer un rapport initial de contrôleur technique, déposer le rapport d'étude de sol quand il y en a besoin, etc. Donc, tous ces éléments-là, on les a. Aujourd'hui, sont déposés par le courtier. Reste souvent la difficulté qui est d'obtenir les attestations d'assurance des constructeurs. Ok, je comprends bien. Vous êtes en train de me dire tous les dossiers techniques de base, entre guillemets, sophistiqués, finalement, on les a. C'est finalement le problématique, c'est le truc le plus chiant, c'est d'obtenir les attestations d'assurance de tous les gens qui sont sur l'opération. Exactement. Si on n'a pas ça, on n'a pas de devis, on n'a pas de proposition d'assurance ? Non, puisque la dommage ouvrage, c'est un contrat de préfinancement qui fait un recours contre l'assurance décennale des constructeurs. Donc, c'est essentiel d'avoir les attestations d'assurance. Alors, la différence, c'est qu'avec nos courtiers partenaires avec lesquels on travaille, on peut faire une proposition d'assurance et ensuite transmettre, j'allais dire, au courtier plus tard la nécessité de compléter son dossier, puisque c'est un courtier avec lequel on travaille régulièrement, et c'est un courtier qui a l'habitude de travailler avec nous sur ce type de contrat. Un courtier qui vient nous voir qu'une fois par an, et qui n'a pas l'habitude de ça, on est obligé de lui demander de la constitution d'un dossier complet au départ, parce que sinon, nous savons très bien que ça sera très compliqué d'obtenir par la suite ces éléments-là, une fois que le contrat DO est formalisé. Et je rappelle, pour compléter, à ceux qui nous écoutent, nous regardent, que il y a, alors, soit à l'entrée du site Planète CSCA, soit en tout cas à l'entrée de la plateforme, une fiche récapitulative de l'ensemble des pièces que le courtier, à un moment ou à un autre, va devoir mettre sur la plateforme pour avoir sa tarification définitive. Donc, voilà, j'engage les uns et les autres à aller regarder, à imprimer et puis à checker et à faire, à remplir petite case par petite case, les différents éléments dont ils vont avoir besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait un travail avec Planète CSCA lors de l'élaboration de l'outil sur l'ergonomie. Et on a, j'allais dire, travaillé en relation étroite, on a fait beaucoup de réunions de travail pour voir si l'assureur ne tombait pas dans le risque de poser beaucoup trop de questions et demander beaucoup trop d'éléments qui auraient abouti à un taux d'échec de l'ensemble des projets. Donc, on a fait ce travail. Aujourd'hui,
les parcours sont simplifiés de façon à demander que l'essentiel. Mais il y a une nécessité. Il faut quand même constituer l'essentiel du dossier technique. Et ça, pour l'instant, on n'a pas réussi encore à faire de la dommage ouvrage sans connaître les constructeurs, sans savoir comment ils sont assurés. Et puis, il faut dire qu'on a la plateforme est ouverte depuis juin. 1er juillet. 1er juillet, les vacances, le mois de septembre. Il va falloir aussi, je pense qu'on ait un petit peu plus de recul sur ce qui se passe dans cette plateforme pour tirer des conclusions définitives, parce que là, on est dans la période de découverte où les gens vont voir par curiosité ou par envie, que sais-je. On va se laisser un petit peu de temps pour tirer des conclusions sur ce bel outil. Ok, je récapépète. Vous me dites si j'ai compris ou si j'ai pas compris. Solution DO, solution donc mise en place par Planète CSCA et SMA BTP pour des gens qui font peu de DO mais qui cherchent des solutions par rapport à ça. Ergonomie, je rentre par le site de Planète CSCA, je bascule ensuite avec une ergonomie qui me permet de saisir mes premiers éléments, d'avoir un devis, mais on est dans l'univers du digital. Donc, tant qu'on n'a pas mis toutes les bonnes pièces, etc., on n'aura pas de proposition d'assurance finale. Donc, il faut juste avoir ça en tête pour éviter l'élément déceptif, de se dire comment ça se fait que je commence dans le système, tout marche bien, etc. Et à un moment, je me dis qu'il y a un problème. Juste, vous n'avez pas répondu à ma question, Vincent. Tout ça, c'est traité manuellement ou c'est de l'intelligence artificielle? Non, quelque part sur les délais, tout à l'heure, vous m'avez annoncé des chiffres. C'est des délais garantis, c'est des délais pas garantis, c'est des gens qui regardent les papiers. Aujourd'hui, l'analyse de l'adéquation entre les documents fournis et la nature d'un projet de construction serait trop compliqué à mettre en place sous forme d'automatique de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine. L'œil humain d'un souscripteur reste. Mais par contre, on a mis effectivement derrière Solution DO une équipe et aujourd'hui, on tient sans problème les 24 heures. C'est-à-dire que vous déposez votre dossier technique, normalement, dès le lendemain, il est validé s'il est complet. OK. Voilà. Je voudrais qu'on parle d'actualité. Tout à l'heure, Vincent, vous nous avez dit dans la stratégie de SMA BTP, l'ouverture vers d'autres types d'assurances, en particulier ce qui peut y avoir des sujets actuellement sur le secteur de la construction. Aujourd'hui, comment vous voyez le marché du secteur de la construction? On entend dire que les mises en chantier sont mauvaises. Regard un peu sur votre secteur principal. D'un point de vue activité économique sur le BTP. Alors sur l'activité du BTP, effectivement, on s'attend à une crise extrêmement profonde. On a vu un net ralentissement des mises en chantier côté de nos promoteurs. Pour l'instant, nos entreprises ont des carnets de commandes, donc ça se voit pas encore dans le chiffre d'affaires qu'ils nous déclarent dans les assiettes d'assurance. Probablement, les premiers impactés vont être aussi la maîtrise d'œuvre dans un premier temps, puisque si les projets sont pas, c'est les premiers, j'allais dire, qui sont en général sollicités pour le lancement d'un projet. Donc, l'année 2024 risque d'être un petit peu compliquée si on ne fait que de l'assurance construction. Ça, c'est clair. À côté de ça, nous, on continue d'avoir de la croissance et aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais d'un plus 24 sur 2022. On est à des chiffres encore plus importants sur 2023, puisque aujourd'hui, on tourne à plus 27% de croissance en assurance construction. Vous voyez, SMA Courtage. Donc, on continue, j'allais dire, d'être sollicité dans le cœur business de notre activité. Mais aujourd'hui, on a ce relais parce qu'il y a aussi de la construction encore de sièges, de rénovation de bureaux, de parcs de bureaux. Et je me suis toujours demandé comment on continuait de faire des bureaux au moment où tout le monde est en télétravail. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui quand même des opérations de revamping d'anciens bureaux existants et qui font que, en tout cas sur le courtage, le réseau courtage qui est plutôt un réseau qui s'adresse à ce type de maître d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage privé, eh bien, on voit encore de l'activité pour 2023. 2024, je pense qu'on va vraiment encaisser un ralentissement. Et c'est là où c'était important, et je pense qu'on a eu la bonne stratégie, de trouver des relais de croissance dans d'autres secteurs d'activité et sur les branches courtes, parce qu'aujourd'hui, on se développe beaucoup aussi en automobile. On a fait un fort développement sur l'activité transport. Aujourd'hui, on pousse aussi le cyber. On a des solutions en cyber et on a des velléités beaucoup se développer. On a fait également, bien sûr, de l'assurance flotte. On est devenu un acteur aujourd'hui important en brie de machine aussi. Donc, on est capable d'accompagner tous les secteurs industriels en brie. Donc voilà. Donc c'est ces relais de croissance qui vont faire qu'on va, je pense, et c'est ma courtage,
pas trop subir le ralentissement de l'assurance construction. Ok, on est parti sur l'assurance construction, donc sur les sujets économiques. Bertrand de Surmont, on va rentrer dans les renouvellements. Ça va être comme les années passées, c'est-à-dire résultats techniques mauvais et donc hausse des primes. Ah, je pense qu'on est parti pour être comme les années précédentes. Enfin, ça me semble très clair. Après, oui, résultats techniques, mais Vincent pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Mais je lui poserai la question. Résultats techniques dégradés, oui, mais par le fait essentiellement de là, en tout cas sur les branches courtes, la DO, je ne sais pas, mais sur les branches courtes, c'est le coût des réparations en automobile, c'est le coût des matières premières, la flambée des matières premières, qui fait augmenter le nombre de... Autrement dit, vous êtes en train de nous dire que c'est plus un sujet d'inflation que de sinistralité. Ah ben, c'est clair. Je pense pas avoir rencontré un assureur qui m'ait dit qu'il y avait une augmentation de la fréquence du sinistre. Quasiment pas. Par contre, le coût du sinistre augmente. Il y a deux questions concernant l'analyse du marché sur ces sujets-là. Il y avait la question du coût de l'assurance, historiquement. Est-ce que l'augmentation systématique du coût de l'assurance fait pas que des gens finiront par en sortir? Et puis, il y avait une deuxième question concernant les rotations de portefeuille. On avait eu des échanges en 2000 après la crise du Covid pour savoir si ça allait bouger et on avait constaté que finalement ça avait peu bougé. Comment vous sentez les choses actuellement? Vous savez, la France est le pays européen où l'assurance est la plus obligatoire. Il doit y avoir en France, pas dire de bêtises, mais 65 ou 70 typologies d'assurance qui sont obligatoires. Donc, oui, on peut toujours craindre une espèce de désassurantialisation, parce que le coût. J'ai envie de dire, prenons le problème à l'envers. Quand on regarde la non-assurance en assurance automobile, elle date pas d'aujourd'hui, hein. Elle date pas de ces 2 dernières années. C'est un phénomène qui est beaucoup plus profond que ça. Donc, je suis pas sûr qu'il faille lier l'un à l'autre, franchement. Vincent, j'en viens vers vous sur le sujet de la sinistralité et donc des comptes techniques. Sinistralité plus inflation. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez qu'il y a des branches, il y a des secteurs entre guillemets qui dérapent en déficit technique? Alors oui, pendant les périodes de crise, il y a toujours de toute façon des dérapages liés à la malfaçon déjà. Donc pour l'instant, ce sont des choses qu'on va voir arriver, mais pendant l'euphorie de la construction, quand le bâtiment va tout bas, tout va. Donc, on n'a pas eu ce type de sinistre, mais c'est clair que on va arriver sur les exercices suivants à probablement un peu plus de sinistres de malfaçon. On a bien évidemment l'enchérissement du coût de la réparation et à cause de l'inflation. Et puis, on peut pas nier aussi une augmentation de la sinistralité sur les événements climatiques. On a eu des exercices 2022 assez forts en grêle. Que va nous donner 2023? Pour l'instant, on a eu pas mal de chance. On est passé au travers des gouttes, mais on n'a pas terminé l'année. Et on a vu aussi une inflation de la sinistralité liée aux événements, aux émeutes. On a eu, je passe sur la recrudescence de vols, mais on a eu des incendies sur chantier, des incendies de matériel de chantier. Enfin, on a eu pas mal d'événements. Je ne parle pas obligatoirement que de la SMA BTP, mais l'ensemble des assureurs. Je crois que ces derniers temps, la facture a été un petit peu élevée suite aux événements, aux différents événements et émeutes qu'il y a pu y avoir en France. Donc ça, ces résultats-là, il y a une dégradation. Après, aujourd'hui, on n'a pas encore complètement vu, je pense, les impacts d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire la poursuite de la hausse du coût de la réparation. Parce que je vois en automobile, ça fait maintenant quelques années que ça dure. Et en fait, on a, nous, les assureurs, toujours un train de retard. On s'aperçoit au final que le coût de la réparation a encore pris plus que l'indexation qu'on avait mis dans le contrat qui était calculé sur l'exercice précédent. Donc, c'est clair que cette année, nous, en construction, on aura des conditions de renouvellement, bien sûr, à la hausse, mais on va accompagner les difficultés qu'ont nos sociétaires. Donc, je pense que cela parce que là, vous avez des clients en face qui sont
Donc les hausses seront très raisonnables en construction, mais par contre, effectivement, en automobile, c'est un vrai sujet puisque aujourd'hui, on a des coûts de réparation qui vraiment explosent et on a un coût moyen du sinistre qui est en forte croissance et de plus de 9%. Donc oui. Ok, merci Vincent Figarella de ces précisions. Bertrand, une dernière question pour vous. Est-ce que pardonnez-moi, je reprends mon terme d'origine, même si vous m'avez déjà repris une fois, mais je le garde quand même. Est-ce que ce deal avec SMA sur cette proposition, l'objectif, c'est de le déployer sur d'autres types d'activités? Vous me l'avez un peu dit tout à l'heure, mais c'est une vraie stratégie aujourd'hui du syndicat? Alors, c'est pas la stratégie du syndicat, c'est dans la feuille de route de cette mandature. Qui est, mais on pourrait parler d'autres sujets, qui est encore une fois d'accompagner sur un territoire un peu plus business les adhérents qui en ont le besoin. Encore une fois sur les branches que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, on a aussi d'autres réflexions sur d'autres typologies d'intervention qu'on pourrait avoir. Alors ça va en faire peut-être bondir certains, mais il y a un sujet dont on ne s'est pas encore occupé au sein du syndicat, c'est le décès brutal du courtier de proximité, chef d'entreprise. Que devient son affaire? Comment se passe une succession? Et je pense qu'on a là aussi un rôle à jouer. Enfin bon, il y a plein de domaines comme ça. Là, il se trouve qu'on parle un peu plus business, donc. Mais voilà, sachez qu'il y a des pistes de réflexion assez larges. Parce qu'encore une fois, le courtier de proximité, encore une fois, qui représente 90 ou 95% des courtiers en France, je pense qu'il faut leur trouver un accompagnement ad hoc. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Vincent Figarella, directeur de SMA Courtage, Bertrand de Sermon, président de Planète CSA. On a donc parlé de solutions DO, solutions dommage ouvrage proposées donc j'aurais tendance à dire en partenariat avec Planète CSA et SMA BTP, solution digitale. Et on continue tout de suite dans la logique du digital avec la success story digitale et Georges Delataille. Nous continuons cette émission avec la Success Story Digitale en partenariat avec ActuSite, l'agence digitale des courtiers. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir en plateau avec nous Olivier Blandin, le fondateur du cabinet ACC MRA. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes entre guillemets un petit courtier dans le sens où vous êtes seul avec une alternante travaillant localement et pourtant, vous m'avez expliqué que vous avez des clients dans la France entière. Comment vous faites? Ouais, donc je suis ce qu'on appelle un courtier de proximité, donc le petit courtier, le courtier du coin de la rue. Et j'ai réussi, avec un travail acharné, parce que j'ai créé mon cabinet il y a une dizaine d'années, à acquérir des clients dans la France entière. France entière, c'est Paris, bien sûr, mais des clients à Marseille, à Toulon, à Grenoble et autres. Et tout ça par une présence pré-digitale, je dirais. Présence principalement téléphonique. Donc des clients que vous n'avez jamais rencontrés? Jamais rencontrés. D'accord, donc finalement, c'est un peu le début du networking, le début des réseaux sociaux. Ça me fait ma transition. Le réseau social principal, c'est Facebook. Vous travaillez avec Facebook? Je suis sur Facebook, mais je dirais à titre purement familial ou amical. Donc je mets des photos. Je dirais pas que je mets des photos de chats, ça c'est quand même. Je suis pas allé jusque là, mais je suis plutôt, je dirais, sur des choses que je vais vivre à l'étranger ou en France. Et je suis sur d'autres réseaux. Là, je suis un petit peu plus actif, comme LinkedIn, par exemple. LinkedIn, justement, alors là, c'est pas la famille, c'est vraiment le. Non, c'est que boulot. C'est que boulot. C'est des posts qui sont relayés à partir de mon blog sur mon site. C'est des posts faits par d'autres que je vais commenter et c'est principalement sur les sujets d'assurance, de développement, ce que je fais régulièrement encore. Du coup, LinkedIn, quelle communauté vous avez aujourd'hui? Je dois avoir un peu plus de 3500 personnes. D'accord, donc 3500 personnes que vous animez régulièrement. Quelque chose qu'on regarde beaucoup pour savoir si l'animation est utile, c'est les stats. Les stats, ouais, je regarde mon SS, Social Selling Index, le SSI. Donc je vois qu'il est pas mauvais, il est supérieur à ceux de la profession. Donc je me débrouille pas trop mal, même si je suis pas du tout un spécialiste du digital. Mais j'essaye de veiller avec mon partenaire de communication, qui est une boîte qui fait mon site web, à poster à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, un nouvel article dans LinkedIn.
Et cet article, il est issu de mon blog et ensuite il est renvoyé vers LinkedIn. Et je regarde quelles sont les stats. Là, le dernier article, j'ai fait 1200 vues à peu près, donc je trouve ça assez honorable. Et c'était pour annoncer des travaux faits avec Business Angel des grandes écoles. D'accord. Alors, le Saint Graal des réseaux sociaux, le Saint Graal de LinkedIn, c'est d'arriver carrément à faire de la vente en ligne, vraiment trouver de nouveaux clients. Vous, est-ce que vous considérez que votre présence sur LinkedIn, c'est une présence de réassurance, d'animation de votre communauté, ou est-ce que c'est une présence d'acquisition de nouveaux clients? J'ai fait de la vente en ligne, parce que j'avais, au tout début, quand je me suis lancé, j'avais un outil qui permettait de souscrire de l'assurance santé internationale, et en partenariat avec certaines écoles de commerce. Les étudiants qui arrivaient, qui avaient besoin du Saint Graal, qui était l'assurance leur permettant d'être en France, d'avoir le visa Schengen, ils étaient informés, ils allaient sur mon site, ils faisaient tout eux-mêmes. Donc là, ça marchait bien. Je fais aussi un peu d'assurance emprunteur en ligne, mais pour aller chercher le client totalement inconnu, ce que j'appellerais soit la veuve de Carpentras, soit un âme Michu, aucun sexisme de ma part, hein, surtout, eh ben, je le fais pas. C'est surtout pour moi, je pense, un outil de réassurance. C'est-à-dire qu'un de mes clients ou un prospect va me rencontrer dans un salon, dans un lieu de manifestation, et hop, il ira voir, c'est RMA, il tapera les lettres dans le bon ordre, il les trouvera, et là, en les trouvant, il dira, ah oui, finalement, Blandin, etc., et toutes les références que je peux avoir, et surtout les compétences développées par mes partenaires qui les mettent clairement, quoi. D'accord, donc c'est bien dire, vous postez régulièrement, vous animez une communauté, ils entendent parler de vous, d'articles d'expertise, ça fait beaucoup de choses. Finalement, ça vous prend beaucoup de temps? 1 à 2 heures par semaine. Entre poster des choses et écrire et transformer tout ça, quoi. Oui, donc finalement, un temps très raisonnable. Oui, très raisonnable. Écrire, je suis bien passé pour le savoir. Jean-François le connaît encore mieux que moi en tant que journaliste. Écrire, c'est long, c'est compliqué. Il y a un outil qui est assez merveilleux qui s'appelle ChatGPT. Est-ce qu'il vous aide? Alors, ChatGPT, dangereux, il ne faut pas utiliser, c'est pas bien. Et ben moi, je trouve ça très bien. Parce que ChatGPT, ça nous permet... Je dirais, ChatGPT, c'est la feuille blanche. Quand on a un truc à préparer, j'ai fait quelques études au départ, quand on a un truc à préparer, on met toutes ces idées sur la feuille, et à partir de toutes ces idées, après, on transforme. Eh ben, toute l'idée, c'est que ChatGPT, on lui donne les idées qu'on veut faire en disant « Écris-moi un post de 1200 mots sur l'assurance et les indépendants, par exemple, en insistant sur la précarité, la difficulté. Je raconte ce que je voudrais avoir. ChatGPT me sort un premier truc que je vais travailler, retravailler, et après, que je pourrais poster. Je prends jamais du ChatGPT pur, parce que c'est une forme d'écriture qui n'est pas la mienne, mais ça fait gagner un temps fou et c'est vraiment très pratique. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est pas une écriture qui est très aseptisée? Et finalement, on est dans un monde où on a du mal à faire pour faire la différence, il faut mettre un ton, il faut mettre de la couleur, il faut mettre tout ce qu'on veut. Est-ce que ChatGPT, c'est pas aseptisé? Je suis entièrement d'accord avec vous. Si on ne fait que du ChatGPT, avec une demande et on prend l'article brut, c'est aseptisé, c'est comme quand on le reprend avec ses propres mots, avec son style, là on peut avoir un truc un peu plus sympathique. Ok, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette success story digitale. Et puisqu'on a parlé de LinkedIn, j'en profite pour saluer l'ensemble des gens qui nous regardent sur LinkedIn, puisque notre émission est diffusée en direct sur LinkedIn. Merci à tous les deux. Tout de suite, on vous parle mutuelle en partenariat avec la Roam. La Minute des Mutuelles en partenariat avec la Roam. Aujourd'hui, notre invité est directeur général de CMMA Assurance, Stéphane Villain. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, vous savez qu'on est dans un pays où on adore les acronymes et moi, j'adore comprendre. CMMA, ça veut dire quoi? Alors, CMMA, ça veut dire Caisse Mutuelle, donc marnaise, parce qu'on est de la Marne, d'assurance. Voilà. Ok. L'histoire de cette mutuelle? Une belle histoire, puisqu'on va fêter nos 250 ans l'année prochaine. On va faire un bel événement pour l'occasion. Il y aura du champagne? Forcément, on est en Champagne, donc vous avez tout compris. Voilà, donc 250 ans, on est la plus ancienne société d'assurance mutuelle encore en activité en France. Donc pour la profession, ça compte. Voilà. Ok, vous êtes arrivé à la direction générale en 2021. Tout à fait. C'était quoi votre cahier des charges? Alors le cahier des charges était très simple, c'était d'avoir une dynamique de développement sur notre territoire, en travaillant en fait l'intégralité des leviers qu'on pouvait avoir, aussi bien marché, produits, canaux de distribution. Ok, alors on va regarder les segments déjà sur lesquels vous êtes présent. Vous êtes présent sur quel marché principalement?
Alors, depuis 250 ans, on a commencé avec les particuliers et les collectivités. Donc, on est resté fidèle à ces deux marchés. Donc aujourd'hui, c'est encore la priorité, le marché des particuliers et le marché des collectivités. On est leader sur notre territoire sur ce marché-là. C'est un marché dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis, on a aussi, par la force des choses, travaillé le marché agricole, le marché viticole en Champagne, on ne peut pas faire autrement, et puis le marché des professionnels dans une moindre mesure. Voilà. On parlait il y a quelques instants avec Georges Delataille de la success story digitale. Comment vous intégrez le digital dans votre stratégie, puisque vous m'avez parlé de développement. Est-ce que vous allez jusqu'à penser full digital? Alors, aujourd'hui, on travaille le digital, forcément, hein, c'est un canal incontournable. On est plutôt, nous, comme on est sur la proximité, ce sont nos valeurs mutualistes, on commence par le digital et on finit en agence. C'est ça notre process de souscription. Et puis, on a aussi des participations chez un courtier grossiste qui fait du full digital. Donc, on regarde évidemment si on peut pas le faire aussi pour nous. Voilà. Ok, alors ça m'amène tout naturellement de parler de votre relation avec le monde du courtage. Aujourd'hui, vous avez combien de courtiers codés et quelles sont vos ambitions en la matière? Alors, on a commencé avec les courtiers il y a assez peu de temps, hein, puisque mon prédécesseur ne travaillait pas avec le courtage. Donc nous, aujourd'hui, on a assez peu de codes, mais aujourd'hui, on travaille avec des courtiers locaux. Le but, effectivement, c'est d'avoir un lien fort entre ces courtiers et notre territoire. Donc, avant tout, des courtiers locaux. Ensuite, on ne s'interdit pas de regarder tous les contacts. Donc, plutôt des généralistes, plutôt des spécialistes. Et comment vous les sélectionnez? Alors, on tape à la porte en un code ou c'est plus compliqué que ça? Non, on va être sélectif puisque nous, on n'est pas sur du stop and go. On veut effectivement rester sur quelque chose de durable. Ça fait 250 ans qu'on est là, donc ça prouve que on veut faire du durable. Donc, on regarde, on discute avec le courtier et si effectivement il y a adéquation de stratégie et d'intérêt, on va effectivement travailler avec eux. Alors, s'il y a peut-être aussi adéquation de valeurs, c'est quoi vos valeurs d'ailleurs? Alors, les valeurs mutualistes, c'est la proximité, c'est la durabilité, c'est la responsabilité. Donc, clairement, on est sur ces valeurs-là depuis très, très longtemps. Juste derrière vous, il y a un écran avec des éléments de votre campagne de pub avec des jeunes. Oui. J'ai envie de vous dire, est-ce que les valeurs de la mutualité sont modernes? Alors, les valeurs de mutualité, le mutualisme, c'est un mot de boomer, en quelque sorte. Mais juste, ça veut dire de vieux. De vieux, si vous voulez. Voilà. Bon, mais à côté de ça, pour moi, le mutualisme, c'est des valeurs modernes, c'est des valeurs de jeunes, puisqu'on voit bien que les jeunes aujourd'hui, au quotidien, ils mutualisent, ils partagent, ils font de l'autopartage, ils font de l'intergénérationnel, etc. Et donc, c'est une valeur de jeunes, mais il faut leur parler avec des mots de jeunes pour qu'ils comprennent ce que c'est que le mutualisme. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire évoluer le terme? Oui, il faut faire évoluer le terme, il faut faire de la pédagogie, il faut leur expliquer que le mutualisme, c'est des choses qu'ils font au quotidien, effectivement. Ok, dans les gens qui nous écoutent, il y a naturellement des courtiers. La famille des courtiers, on sait qu'elle est très variée, avec des courtiers grossistes, avec des courtiers de proximité. Les plus nombreux, c'est les courtiers de proximité. Je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, donc vous couvrez combien de départements? On est sur 4 départements où on est vraiment présent et ensuite on est sur d'autres départements où on a des parts de marché moins importantes. Ok, vous ne serez pas choqué si je vous dis que vous êtes petit dans un monde mondialisé? On est très petit dans un monde de brut, etc. Ok, alors justement, puisque vous présentez les choses comme ça, je me mets à la place des courtiers qui ont parfois un peu le même sentiment que vous, d'être petit dans un monde mondialisé, d'un monde de brut. Question philosophique, est-ce qu'on peut être petit dans le monde actuel? Alors moi, je suis convaincu qu'on peut. Tout simplement parce que je fais en fait une analogie avec ce qui se passe dans l'artisanat. Aujourd'hui, on a des artisans, et pour moi, c'est dans le sens propre du terme, un artisan, ça va être quelqu'un qui va faire de la dentelle ou qui va faire quelque chose de différent et de qualitatif. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant que courtier, en tant qu'assureur, on peut être petit et faire le métier encore, se différencier et avoir sa place aujourd'hui dans le monde de l'assurance. Donc oui, je suis convaincu qu'on a encore notre place. C'est ce qui fera, je pense, la différence demain avec les autres. Ok, puisque vous êtes avec moi, tout à l'heure, on parlait à l'occasion du face-à-face du sujet des renouvellements et des résultats techniques. Pour l'instant, comment s'est passée l'année 2023 chez vous?
On a globalement une bonne année. On a effectivement déjà un portefeuille de qualité, donc ça on y tient. Et puis deuxièmement, on parlait des collectivités. Il y a eu du sinistre sur les collectivités locales? Non, parce que on assure nous des collectivités en gré à gré, c'est-à-dire les petites collectivités. Il n'y a pas eu de violence urbaine dans les communes rurales, etc. Donc on n'a pas subi ce qu'ont subi d'autres assureurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas une sursinistralité dans les collectivités. Et aujourd'hui, on a plutôt des résultats qui sont corrects. Donc on va continuer comme ça. Ok, sur le climatique. Parce que c'est quand même, on en parlait encore tout à l'heure, la grêle a eu quelques effets. Vous, aujourd'hui, ça se passe comment dans la région? Alors, on est dans une région protégée, je touche du bois, mais la Champagne-Ardenne, par exemple, la grêle en 2022, on est passé à travers. On a un sol assez peu argileux, donc on est assez peu sensible à sécheresse. On n'a pas les tempêtes les premiers, donc ça va. Non, donc, pour être plus sérieux, aujourd'hui, on n'a pas d'événements climatiques importants sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Villain d'être venu avec nous pour nous parler de CMMA Assurance. Et tout de suite, on clôt cette émission avec l'agenda de Sonia Grenon. Allez, on conclut cette émission avec l'agenda de Sonia Grenon. Sonia, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors dites-nous où il faut que l'on soit dans les semaines à venir. Alors déjà, nous commençons avec 2 journées d'information demain, 6 octobre, qui se déroulent en région. Une en Occitanie, vers Toulouse, et une autre dans le Grand Est, vers Strasbourg. La semaine prochaine, Planète CSCA sera partenaire pour la première fois du salon IN, qui est le salon de l'innovation et des InSurTech, qui se tiendra à Niort les 10 et 11 octobre. Et d'ailleurs, Christophe Aubourg, directeur général de Planète CSCA, interviendra le 10 octobre lors d'une table ronde sur la RSE. Allez, petite question. Est-ce que vous savez, dans le jargon Christophe Aubourg, ce que veut dire RSE? Alors, si je ne me trompe pas, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Et dans le jargon Planète CSCA, RIS, ça veut dire quoi? Ah, la RIS, c'est la rémunération des intermédiaires en sursis, Jean-François. Ok, d'autres rendez-vous. Dans la foulée, nous nous retrouverons à Réavis, le rendez-vous des assureurs vie et de personnes du 11 au 13 octobre à Cannes. Et quelques jours plus tard, retour sur les événements Planète CSCA avec le Collège Sud-Ouest qui organisera une journée d'information le 17 octobre à Bordeaux où il sera question de conformité, pour pas changer, mais également du rôle d'un syndicat avec les témoignages de Dominique Cisse, vice-président du BIPAR, et là encore de Christophe Aubourg, notre directeur général. Ok, donc on voit grosse activité en région au cours de ce trimestre, que ce soit en Occitanie, en Grand Est ou dans le Sud-Ouest. Merci beaucoup Sonia. Merci. On vous retrouve pour la prochaine émission. On vous retrouve vous aussi pour la prochaine émission. Ce sera le 5 décembre. Bon dernier trimestre qui traditionnellement est toujours assez chargé. Ciao.